Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, un acteur politique pas des moindres nous fait l'honneur de partager avec vous ses analyses sur l'actualité sociopolitique nationale, notamment en lien avec le vote du budget gestion 2026 de l'État béninois et également la révision constitutionnelle qui défraie la chronique, suscite polémique et commentaires au sein de l'opinion. Comme chaque dimanche depuis un certain moment, depuis plusieurs années, je suis avec ma collègue Billy Gaïlaïbi. Bonjour. Bonjour, Kevin. Merci de co-animer avec moi cet entretien pour lequel on reçoit pour vous Bertin Kaovi. Il est président de l'Alliance Iroko, militant du parti politique Bloc Républicain, président de la cellule d'analyse économique du parti politique Bloc Républicain. Notez que Bertin Kaovi a été déjà conseiller spécial de plusieurs chefs d'État dans la sous-région africaine, à savoir Eyadema, Sassou et également Obiang. Bertin Kaovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je ne vois pas pourquoi vous faites ma promotion. Il risque de vous dire que je vous ai engagé pour faire savoir ce qu'on a pu faire hier. C'est pas une promotion. Et j'ai été encore très bref dans ma présentation. Bon, les Béninois... Beaucoup ne savent pas que vous avez été conseiller spécial de plusieurs chefs d'État africains. Oh, ils le savent. Quand ils m'écoutent, ils savent bien que je ne suis pas con. Et on n'a pas le niveau que j'ai là, sans expérience. Ceci étant dit, je vous dis merci. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Mais vous êtes toute belle. Merci. Mais je suis influencé. Vous êtes influencé par... Mais moi, je ne suis pas beau. Oh, à quoi ça me sert la beauté d'un homme? Bertin Kaovi, mais est-ce que le budget de l'État, gestion 2026, c'est beau? Oui, j'avoue que j'ai félicité le ministre des Finances et de l'Économie parce que le budget a été voté pratiquement à l'unanimité. Je n'ai pas le chiffre des députés, mais tous les journalistes ont écrit. Les députés ne n'y étaient pas. C'est leur problème, c'est leur choix. Est-ce que leur absence ne porte pas un coup à la légitimité de ce vote? Bon, alors, leur absence porterait un coup à la légitimité de ce vote si demain ils refusaient de prendre leur salaire. Ils ont toujours fait ça, hein. Ils ne sont jamais là, mais ils sont les premiers à bénéficier du budget qui a été voté. En réalité, quelque part, ils n'ont pas tort non plus. Ils savent que leur présence ou pas, la mouvance a assez de députés pour faire passer mécaniquement son budget. Pourquoi viendrait-il? Et en plus, on est de mettre de sparadrap sur le départ de certainement Arros et Basile et un certain nombre. C'est un parti qui est en train de prendre de l'eau. Ça peut se comprendre. Et quand vous parlez de parti qui est en train de prendre de l'eau, vous êtes en train de dire par là qu'il n'y a pas d'espoir pour les LD, pour la survie du parti? Non, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas Dieu. Il n'y a pas d'espoir tout simplement parce que ce qui a réuni les LD, ce n'est pas être député. Ce n'est pas le député qui donne des marchés publics. Ce n'est pas le député qui nomme quelqu'un, c'est le président. Ce qui les a réunis, c'est d'arracher le pouvoir à la mouvance présidentielle et surtout arracher le pouvoir à Patrice Talon.
Leur propre turpitude a fait qu'ils n'ont pas pu avoir de candidat. Et puis, celui qui a le plus détruit leur chance à toute candidature, c'est Agbodjo, qui a trop vite jeté l'éponge. Et au passage, je voudrais le remercier pour cela. Qu'aurait-il fait? Non, je voudrais le remercier pour cela, parce que ayant abandonné la lutte, il a apaisé le climat politique. Et non facilité la tâche aux mouvanciers. Pas ricochet. C'est-à-dire, c'est une déduction, pas l'absurde. Mais, je dis, ce monsieur n'a pas sa place en politique. C'est un bon juriste et il aurait pu faire un bon pasteur. Parce qu'il aime la paix, au fait. Or, en politique, on doit être quelqu'un qui aime un peu les bang-bang, comme on dit. Bon, ayant abandonné, faute de candidat, LD ne pouvait même plus aller voir la CEDEAO, une institution régionale pour réclamer quoi que ce soit. Donc, je voudrais lui dire merci pour avoir fait ça. Parce que c'est son amour pour le Bénin. Mais ça n'a pas montré un amour pour LD. Et ça dit, en tout cas, moi, à sa place, je me battrai jusqu'à ce que soit je me retrouve en prison ou pas. En tout cas, pour certains, c'était de la lâcheté. C'est pas de la lâcheté. Il n'en a pas l'âge. Il ne vous a pas échappé qu'il est avocat de Rekiat Madougou. Oui. Il a été avocat de beaucoup de jeunes. Sébastien Germain-Javon, de beaucoup de jeunes. Bon, très bien. Et il a vu la force et l'autorité de l'État. Il n'a presque gagné aucun procès. Vous voulez qu'il soit le énième qui s'ajoute aux autres? Il a vite sciencé. Non, ce n'est pas, comment on appelle ça, de la lâcheté. Hein. Aussi, il n'en a pas l'âge. Comment il n'a pas l'âge? À 43 ans, ce n'est pas l'âge où on va devenir martyr, on laisse sa femme et ses enfants. D'ailleurs, il a dit, il a tellement pensé à sa femme. Madame, il faut bien aimer ton mari, hein, parce qu'il t'aime beaucoup. Il n'a pas voulu que tu dormes toute seule dans ton lit. Il a pensé à sa femme et à ses enfants. Et il a bien fait. Par contre, en politique, aller en prison, ça fait partir aussi du cheminement d'un homme politique. Agbodjo n'en était pas un. N'en était pas un. Avant qu'on reparle des démocrates par rapport aux perspectives électorales et autres, le budget de l'État qui a été voté, on dit qu'il est à forte connotation sociale. 42%. Celui précédent également a été vanté qu'il était également à forte connotation sociale. Celui qui a précédé celui-là également. Du coup, il y a une frange de la population qui s'interroge de savoir est-ce que parfois le fait que l'on dise que c'est à forte connotation sociale, avec des pourcentages évoqués comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas parfois du maquillage? Parce que cela ne se ressent pas selon certains. Non, il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on appelle social. Si c'est du social type Yaïboni, où les émigrants font la queue pour aller au palais prendre de l'argent là, ça n'existe plus. Et ça n'existera plus jamais. Par contre, faire de telle sorte qu'il y ait des médicaments génériques, gratuits, pour femmes enceintes, j'ai lu ça dedans, hein. On construit des hôpitaux. Et l'hôpital, ça sert à quoi? À soigner. Donc, c'est mis, en économie, c'est mis, par exemple, aux actions sociales, au fait. Ça touche la population. L'école, ça entre dans le social. Mais quand on construit les écoles pour que les enfants aillent aller étudier, c'est du social. Mais est-ce que ça a d'impact directement sur le panier de la ménagère? Non. C'est pour ça que nombreux se retrouvent avec du social à plusieurs milliards, alors que leurs conditions de vie à eux ne changent pas. Donc, il faut savoir ce qu'on appelle le social. Par contre, on en a besoin. Une société qui n'a pas de centre de santé, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de centre de formation, c'est une société qui aura des problèmes à l'avenir. Donc, oui, 42% de ce budget-là est dédié au social. Mais aujourd'hui, je voudrais dire aux gens que le social qui est plus certain, c'est ce que tu gagnes en travaillant. Et je n'ai pas encore lu le budget dans sa totalité, ou plutôt dans ses détails. Et je vois que les infrastructures vont jusqu'à 400 milliards et quelques. Je veux savoir de quelle infrastructure il s'agit et où est-ce que c'est fait. Parce que nous, au Nord, nous avons beaucoup de linéaires qu'on voudrait qu'on nous fasse. Quand même,
le Bénin gagne le soja, l'acajou, le coton. C'est plus le nord. Attention, je m'appelle Korovi, donc on ne peut pas m'accuser de régionalisme. Alors, mais on a plus d'infrastructures aujourd'hui au sud qu'au nord. Évidemment, on ne peut pas construire tout le pays en même temps. Donc, le président Talon a pris 10 ans pour le sud. Nous souhaitons. Il y a des infrastructures qui ont été effectuées également au nord. Pas dans la même proportion. Nous n'avons pas dit que rien n'a été fait. Mais on veut qu'on nous fasse. Mais prenez Abomey, enfin le Zou et le Mono-Koufou, c'est interconnecté. Même les ruelles sont goudronnées. À Cotonou, même à Fidjirosel, les ruelles sont goudronnées. Nous aussi, on veut des routes comme ça. Nous, de chez qui vient le coton, le soja, l'acajou, le karité, et j'en oublie. Mais ce n'est pas une mauvaise volonté. Je voudrais que les gens n'interprètent pas mal ce que je dis. Il fallait d'abord commencer par quelque part. Le président Talon a fait 10 ans en tant que président, focalisant l'attention plus sur le sud. Maintenant que Wadaï vient, il faudrait que lui focalise l'attention sur le nord. Et c'est pour ça que nous parcourons les monts et coteaux au nord pour demander à nos parents, il faut qu'on le soutienne, qu'on vote pour lui à 97% au nord, sinon 100%, pour pouvoir aller le voir au Djoukodjou, lui dire, tu es président là, c'est d'abord nous. Donc, souviens-toi de nous. Maintenant, ce que je voulais dire, tout ce qui est prévu pour les infrastructures, il faut, et c'est ça qui a manqué en 10 ans, il faut qu'il y ait de la sous-traitance à hauteur d'au moins 30% pour les entreprises locales. Parce qu'on a la vague impression, et moi j'écoute les entrepreneurs, que nous avons des projets que d'autres entreprises viennent réaliser chez nous et ils repartent avec le bénéfice chez eux. Donc c'est ça qui n'impacte pas beaucoup au fait de Béninois. Et si les entreprises béninoises, dont les propriétaires sont béninois, qui malheureusement ne sont pas qualifiés pour être directement ceux à qui on confie le projet, si cela ne peut pas avoir de sous-traitance, mais le social dont on parle ne va pas rejoindre certains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui se font. Et pourtant, vous écoutez beaucoup de Béninois dire, à quoi retour, mais tu te demandes, mais où est-ce que l'argent passe si on a investi autant dans les infrastructures? Donc, nous allons plaider. Et je vous dis, la cellule d'analyse économique du Bloc républicain va plaider auprès du ministre des Finances, devenant président bientôt, pour que nous ayons de sous-traitance pour les entreprises béninoises. C'est important, monsieur. Pour les entreprises béninoises. On va y revenir peut-être dans les jours à venir. Vous allez prendre l'engagement avec nos amis internautes que lorsque vous allez parcourir intégralement ce budget, vous allez revenir encore le décrypter pour qu'on puisse quand même jurer un peu de votre décryptage en tant qu'économiste fondamentaliste, si on peut le dire ainsi. Absolument, je vous en donne ma parole. Merci pour cet engagement pris devant nos amis internautes. Merci pour la disponibilité constante. On parle politique actuellement, c'est ça qui préoccupe plus d'un. La révision de la Constitution qui a été opérée le 14 novembre dernier. Bernard Korovi, est-ce que vous jugez cela opportun, notamment par rapport à ce qui a été fait, les modifications apportées et le timing? Avant d'aller à la modification de la Constitution, parce que vous êtes pressé de parler politique et vous êtes un Béninois, donc ça se ressent. Hein. Les Béninois ne se préoccupent que de politique au lieu de parler économie. Le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture ont lancé la campagne Soja aujourd'hui. 5 décembre 2025. Oui. Il n'y a pas eu de prix plancher de fixé, donc le marché est libre. C'est l'offre et la demande qui vont décider du prix. Aussi, il n'y a pas d'interprofession qui ait aucun pouvoir sur celui qui transporte son soja vers une usine ou bien vers un marché à l'intérieur du Bénin. Mais il est interdit d'aller au Togo. Il est interdit d'aller au Nigeria. Si vous prenez ces axes-là et on vous arrête, de grâce, n'appelez pas le défenseur du peuple béninois pour venir intervenir. Voyez-vous, nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Mais comment auront-ils d'emploi si on ne transforme pas nos matières premières chez nous? Ça, c'est un. 2. Le prix du soja à l'international est totalement mauvais. La Chine, qui d'habitude achète,
est en surproduction et la Chine cherche à vendre. Le Brésil a fait une très bonne production. Or, le rôle du Brésil, c'est toujours de vendre. Et leur contrat était déjà signé à l'avance. Donc, eux, ils n'ont pas trop de problème. L'Inde qui achète des fois aussi a une bonne production. Le soja africain, particulièrement le soja béninois, malheureusement, va souffrir de cette conjoncture-là. On n'aura jamais le prix qu'on a eu l'année dernière que nous dénoncions. Aussi, Glodjigbe a encore des produits transformés de la campagne dernière qui n'ont pas pu être vendus. Pourquoi? Le gouvernement avait mis ça, le prix plancher à 240 francs. Et nous avions critiqué, y compris moi-même, on avait critiqué, sans savoir que c'était un prix trop élevé. Eh bien, ils ont acheté, ils n'arrivent pas à vendre parce qu'au coût de revient, ils n'ont pas un bon prix à l'international. Donc, malheureusement, je n'aime pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais le soja ne va pas donner des prix qui chantent cette année. Alors, je veux conseiller aux commerçants. Ne faites pas des stocks comme vous avez l'habitude de le faire. Achetez, vendez, achetez et vendez. Mais si vous immobilisez des stocks, espérant que le prix monte, vous allez faire faillite. Dans ce pays, je l'ai appris à mes dépens, un ami qui a fait des prêts pour faire un champ et qui avait besoin d'argent qui m'a sollicité. Et il a pris 3 400 000 chez moi. En décembre 2022, il m'a laissé 200 sacs de maïs. À la fin, en mai 2023, ce maïs-là, il a vendu à 15 000 et j'ai perdu 400 000. Pour vous dire, stocker n'est pas toujours un avantage, surtout pour pour une machine qui n'a pas un prix plancher. Donc voilà. Alors ce que nous allons chercher aussi dans le budget, c'est quelle part du budget est réservée à l'aménagement des terres agricoles, quelle part du budget est réservée à l'aménagement des pâturages. Le gouvernement dit que les peuples ne doivent plus faire ne doivent plus faire promener leurs bœufs. Il faut de la sédentarisation. Mais on n'a pas prévu des espaces de pâturage. Il faut que l'État aménage, viabilise des terres où on sème ou bien on plante, on met des plantes fourragères. Et là, ça permet au bœuf d'avoir ce que le bœuf va manger. Le risque, c'est quoi? Beaucoup de peuples béninois menacent d'aller vers le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Ghana, le Togo, parce qu'ils ont du mal à suivre les prescriptions que nous avons retenues, qui sont de bonnes choses, mais on a mis la charrue avant les bœufs. On aurait dû préparer des zones de pâturage avant de leur imposer la sédentarisation. Ils n'ont pas reçu de communication par rapport à cela. Ben, ils ont reçu de communication, ils ont même rencontré le chef de l'État qui, effectivement, a promis que l'État va investir dans les zones de pâturage. Mais, c'est-à-dire, les décisions de l'État ne deviennent pas des actions du jour au lendemain. Si j'en parle ici, c'est parce que c'était déjà une idée émise par le chef de l'État lui-même. Et il faut que cela entre dans l'oreille de tout le monde et qu'on fasse tout pour résoudre cette situation-là. Merci. Maintenant, la révision de la Constitution. Alors, puisque vous voulez me mettre la main dans la gorge, ce qui est fait est déjà fait. Est-ce que c'était opportun ou pas? Je crois que ce n'est plus d'actualité parce que ça ne change rien. Il faudrait plutôt... Mais quand même, Bertin Kovig, votre analyse, sans langue de bois, comme vous le faites d'ailleurs. Oui, mais pourquoi vous voulez que... Maintenant, j'ai de bois dans la langue. Ou bien sûr la langue. Non, franchement, moi, j'aurais... Et là, c'est Kovig qui parle. Hein, et j'aurais préféré que la tournée des députés, des ministres et ministres conseillers qui se fait, que cette tournée ait eu lieu avant le vote. Parce que si on avait fait cette tournée-là, je parie qu'on aurait eu 109 députés votant pour cette loi-là. Mais qui ne voudrait pas qu'on empêche un député de partir de son
de quitter son parti et d'aller rejoindre un autre parti alors que c'est d'autres qui l'ont fait élire. Désormais, quand tu fais ça, tu perds ta place et ton suppléant prend ta place. Si on avait eu ça là, Sodino n'aurait pas pu réussir ce qu'il a réussi contre LD, qui nous chagrine, nous, à la mouvance. Comment vous chagrine? Ah, nous sommes vraiment déçus et attristés. Vous avez bien reçu Sodino? Ben, finalement, puisque le monsieur est venu nous voir pour dire, avec ses militants, nous sommes des hommes politiques. Mais si la loi là avait hésité, cela l'aurait empêché de le faire. D'ailleurs, vous avez écouté le ministre de l'Intérieur, Alassane Seibou, qui dit que désormais les hommes politiques ne seront plus des voyous. Enfin, je ne vais pas reprendre ces mots. Parce que nous, on en souffre. Nous aurions aimé avoir le candidat de LD devant lui, nous, et le battre. Vous êtes sûr que vous aurez pu le battre? Mais bien sûr. On l'aurait battu. Avec tout ce qu'on a comme résultat là. Et vous qui nous ouvrez vos plateaux, on viendrait expliquer aux populations les tenants et aboutissants. J'avoue que ce ne serait pas facile, hein, mais on l'aurait battu. Malheureusement, on ne le saura plus jamais. Pourquoi? Parce qu'une loi permet à quelqu'un de quitter son parti et de dire je garde mon parrainage, etc. Donc, on a corrigé ça dans le Sénat, dans cette loi du Sénat. Désormais, ce n'est plus possible. Justement. Non, attendez, je viens. Le prochain président, ça c'est l'article 44. On dit, quand vous êtes déjà président, si vous voulez être candidat encore, vous n'avez plus besoin de parrainage puisque vous êtes déjà président. Ce qui est juste. En 2021, on a imposé à Patrice Talon de recourir à un parrainage alors qu'il est déjà président. Vous voyez? Et donc, désormais, la conséquence et le bon côté de la chose, c'est quoi? C'est que le président en exercice n'est pas tributaire des manipulations des députés. Qu'il veuille ou pas, puisque lui, il est déjà président là, il est candidat, il n'a pas besoin de parrainage. Ce sont d'autres qui veulent l'accompagner, qui auront besoin de parrainage. Et ça, c'est une très bonne disposition qui libère. Quel est son intérêt? Son intérêt, c'est que les députés ne vont pas faire de chantage à Romina Wadaï, puisque Paul Humpé ne gagnera rien. Non, comment vous pouvez dire qu'il ne gagnera rien? Je viens de quitter la prière. De toute façon, Paul Humpé, déjà, on va dire... Il est candidat à l'élection présidentielle. En alliance avec la mouvance. Non, il n'est pas en alliance avec la mouvance. Il y a les Béninois qui croient en sa candidature. Vous avez signé, il y a les Béninois qui espèrent. Non, FCLD aussi aurait dû signer un accord parlementaire pour pouvoir remplir les conditions des 20% qui sont difficiles. Malheureusement, ils ont été suicidaires. Ils vont aux élections, mais ils n'auront pas les 20%. Justement, ah bon? Vous êtes péremptoire? Vous êtes sûr qu'ils n'auront pas? Je suis péremptoire, ils ne l'auront pas. Vous parliez du Qu'est-ce qui nous amène à... Mais le monokoufo, où tout le monde chante Wadaï, c'est notre fils, Wadaï, c'est notre fils. Vous voyez qui dans monokoufo voter LD jusqu'à ce qu'ils aient 20%. C'est même ça leur malchance. Et au Nord, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas faire... même si au Nord, ils ont tout, monokoufo, on dit dans les 24. Est-ce qu'avec ce que vous dites là, est-ce que vous ne voyez pas que ça rentre dans un jeu où les 20% deviennent périlleux et pour l'opposition que pour la mouvance? On leur a donné l'opportunité et le président l'a dit. Je crois que vous étiez là, je ne sais pas si vous... Il a invité les jeunes. Vous n'étiez pas là? Mais comment on a invité les jeunes sans toi? Bon, c'est pas grave, on va corriger ça. Le président a invité les jeunes et a même demandé à ce que Guy Mitokpe, enfin c'est à Guy Mitokpe qui disait ça, qu'il fasse d'accord, parce qu'il n'y a pas de différence selon lui entre BRUP et LD. Dites-moi sincèrement, quand vous nous voyez là, effectivement, quelle différence il y a? Nous n'avons que les mêmes pauvres béninois et nous-mêmes pauvres, on travaille ensemble, donc il n'y a pas de différence. Ils auraient dû mettre à l'épreuve cette loi-là. Ils ont refusé. Et c'est ça qui va les frapper aujourd'hui. On parlait du Sénat tout à l'heure. La création du Sénat, pour certains, ce n'est pas vu de bon oeil, au fait. Ils se demandent, est-ce que la création de ce Sénat-là favoriserait toujours une bonne démocratie au Bénin? La démocratie n'existe nulle part. C'est une vue d'œil. D'accord. Écrivez-le. La démocratie n'existe nulle part. C'est le moment venu de voter là qu'un peuple est en démocratie. Quand vous avez fini de voter, ce sont vos élus qui décident à votre place. Vous êtes content ou pas, c'est comme ça. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple, non? Vous reconnaissez que... J'ai dit nulle part. On ne vit pas J'ai dit nulle part au monde. La démocratie n'existe et n'a jamais existé. Parce que la démocratie, là, c'est souvent quand il y a un petit nombre de populations.
Aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux qu'en réalité, c'est du vernis. Moi, je suis corvien. Je vous ai dit qu'on vit, à la fin, on finit, c'est pour mourir. Donc, au moins, on retiendra qu'il a dit la vérité. La démocratie n'existe nulle part. Maintenant, je vais vous dire une chose. Nous avons besoin de construire notre pays. Et il faut prendre certaines lois qui, même parfois, violent les dispositions qu'on avait avant. Vous le reconnaissez? Et ça ne me choque pas. Je vous ai dit, je disais à quelqu'un aujourd'hui qui me parlait français, j'ai ri fatigué. Et je lui ai dit, c'est l'article 145, nouveau, qui autorise le chef de l'État à aller faire de prêts et à en informer le Parlement au plus tard 3 mois après. Que c'est ça, je l'avais combattu. Presque nulle part au monde, ça n'existe plus, c'est du barbarisme. Pourtant, c'est cette disposition-là qui a permis d'atteindre nos objectifs. Je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y. Au temps de Yahi Boni, Yahi n'a pas démérité. Mais qu'est-ce qui a fait que Yahi n'a pas pu lever assez de fonds pour faire tout ce qu'il avait comme projet? Les députés le retardent. Il fallait donner... Mais vous avez écouté Rosine Soglo, paix à son âme. Elle a dit que pour ratifier des lois d'accord de prêt, c'est 5 millions. Il y a d'autres où c'est 10 millions. Voici des gens qui ont été élus et qui exigent qu'on les paye pour faire ce pourquoi ils ont été élus. Le président Talon, prévoyant, il leur a enlevé ces ongles-là. Donc, ils n'ont plus ce pouvoir-là. Je l'avais dénoncé. Et si vous appelez quelqu'un qui a lu le droit constitutionnel ailleurs, il va vous dire non, c'est la dictature, c'est pas la démocratie ça. Le président n'a pas ce droit-là. Mais la réalité du terrain nous impose ça. Donc vous comprenez, il y a des dispositions où, si je dois m'en tenir au principe d'école, eh ben, ce n'est pas une bonne chose. Pourtant, dans la pratique, il nous faut ça. On se connaît. Parlons de la révision de la Constitution. C'est quoi les réels impacts pour 2026 et surtout après les votes? Il y a déjà qu'on demande à ce qu'il y ait la pacification du climat politique. Il ne vous a pas échappé que dès que quelqu'un est élu, ceux qui ont perdu commencent par travailler pour qu'il échoue. Vous trouvez ça normal, vous? Non, ça nous retarde. Et il faut que le président, au fait, le jour où le président a reçu les jeunes, il avait déjà tout dit. L'argent trouvé, il faut qu'on travaille ensemble pour le développement de ce pays. Qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir, ce n'est pas grave. Celui qui est au pouvoir même peut nommer même dans l'opposition. Si les compétences sont là-bas. C'est ce qu'on recherche. Aussi, il est arrivé dans ce pays de conflit entre le Parlement et le président. Le Parlement qui vote une loi, le président qui refuse de promulguer. À l'époque, il n'y avait pas d'instance pour les départager. Aujourd'hui, on a le Sénat. Enfin, autre chose qui me plaît au niveau du Sénat, vous ne pouvez plus aller à la télévision ou bien appeler les gens pour dire « J'invite mes parents du Nord, venez les attaquer aussi au Sud ». Vous dites ça, on va vous déchoir de votre droit civique. Parce que ce n'est pas bien. Il y a des chants qu'on n'entend pas chez la belle-mère. Non. Donc, ça, c'est aussi interdit. Enfin, et c'est là où je veux rassurer ceux qui veulent critiquer un gouvernement, nombreux disent que la loi sur le Sénat empêche de faire une opposition. Non. On vous demande tout simplement que si vous critiquez ce qu'on a proposé, c'est bien, faites de contre-propositions. Mais les Béninois, vous les voyez, et ils sont nombreux à passer sur votre plateau, ceux qui soutiennent le président disent tout est beau. Ils ne savent pas nuancer. Et ceux qui sont contre le président, tout est mauvais. Je suis l'un des rares, tout en soutenant le président, à avoir le courage de dire ceci on peut améliorer, ceci on peut faire de telle façon. Et c'est ce que le Sénat demande. Donc vous allez leur dire de venir prendre cours chez moi et je vais leur donner de la consultation. Parce que quand vous écoutez nombreux, ils croient qu'on leur demande de ne plus s'exprimer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire la politique sans donner d'avis. Mais quand vous donnez d'avis en critiquant, il faut dire ce que vous auriez fait si ça avait été vous. Donc, de façon ramassée, c'est un peu ce que j'ai retenu. Maintenant, le Sénat va permettre d'occuper nos anciens chefs d'État pour qu'on ne voit plus ce qu'on a vu à Tokpa, Soglo et Yahi, qui n'avaient pas d'espace pour s'exprimer, sont allés se ridiculiser
à Tokpa prenant de gaz lacrymogène, ce que je dénonce au passage, et comment ça s'appelle, les anciens présidents d'institutions à un certain âge, pour certains, ils n'ont pas fait d'économie, et ils sont malades, ils ne trouvent pas comment faire cela. Non, mais attends. Donc c'est pour bien préparer la retraite. Ça aussi, ça permet de les prendre en charge. Mais nous allons tous vieillir, donc souhaitons qu'on ait géré à la tête d'une institution pour qu'on nous prenne en charge aussi. Hein. Bertrand Convy, je vais revenir par rapport au Sénat. Deux préoccupations. Ceux qui sont contre l'instauration de cette institution, pour certains, ce qui a été créé ne devait pas s'appeler un Sénat, parce que le Sénat a un format et beaucoup plus il est électif. Oui, ça par contre, je suis totalement d'avis. C'est pour ça que je dis, appelez l'eau Omi, vous avez Yoruba, non? Oui. Vous, Mina, Essi, Ossi, Water, Diam, l'eau, Agua. Ce n'est pas ça qui étanche votre soif. C'est la voix dans votre gorge, non? Donc le nom qu'on donne à l'institution importe peu. C'est sa fonction. Mais je vais quand même aller dans votre sens. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas appelé Sénat. J'aurais pu appeler cela le Conseil des sages ou bien le Conseil des anciens, etc. Mais l'appeler Sénat, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, ce n'est pas le nom qui importe. Ce n'est pas le nom qui importe. Pour moi, c'est la pratique. C'est la pratique, oui. L'autre chose également en lien avec ce Sénat-là, c'est vrai qu'on n'a pas encore les dispositions légales qui organisent son fonctionnement, mais certains craignent qu'on puisse avoir une nouvelle institution qui rogne du pouvoir du président de la République, du pouvoir de l'Assemblée nationale, et qui soit là comme un gendarme de la vie politique nationale. Et lorsque l'on sait que nos acteurs politiques, pour la plupart du temps, ont des adversités politiques, ont parfois des clivages qu'ils entretiennent par le passé, l'un retrouvé au Sénat, certains disent par exemple, imagine à un moment donné que Boniaï soit retrouvé au Sénat au moment où Patrice Talon prenait le pouvoir. Qu'aurait été l'ambiance lorsqu'on sait que les deux avaient un passé? Il vous échappe quelque chose. On a bien dit que le Sénat doit être apolitique. Si le Sénat se met à faire de la politique, le président qui est élu, et c'est lui seul qui est élu, Dieu merci, s'il a raison, s'il y a un conflit d'attribution entre Sénat et président élu, et c'est le président élu qui a raison, le peuple va le soutenir. Le peuple comment? Le peuple comment? Il y aura un vote pour ça? Mais écoutez, lorsqu'on a vu comment les acteurs politiques, pour la plupart du temps, lorsque ils sont souvent solidaires pour la défense de leurs intérêts. Non oui, mais c'est pour ça que je dis... Comment le président pourra les avoir? Ben, c'est le président qui est élu, non? Il est élu. Il est élu. Oui. C'est lui qui détient la souveraineté nationale. Ce n'est pas le Sénat. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut faire les contorsions, tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est le président qui est élu. Et c'est celui qui est élu là. C'est lui qui a la représentativité du pouvoir souverain du peuple. C'est lui qui est élu. Personne n'est élu tout en étant membre du Sénat. Et ce n'est pas parce que la Constitution aurait dit que le pouvoir que donne le suffrage électoral, le suffrage universel change. Donc le président élu, s'il est en conflit d'attribution entre lui et le Sénat, si c'est lui qui a raison et c'est l'intérêt du Bénin qu'il défend, il aura le peuple derrière. Et quand le peuple est derrière son chef, il n'y a pas de constitution qui vaille, il n'y a pas de Sénat qui vaille. Certains estiment que le peuple... laissez cela. Oui. Maintenant, pour vous dire quoi? Qui est le chef suprême des armées? C'est le Sénat. C'est le président élu. Parce que c'est ça qu'il faut surveiller. C'est-à-dire, dans la loi, là, et si on dit que c'est le Sénat qui dispose de l'armée, je vais m'inquiéter. Si on dit que c'est le Sénat qui dispose de la police et autres et tout, je vais m'inquiéter. Mais tant que c'est le président élu qui a le pouvoir souverain, le pouvoir de déployer les forces de sécurité et de défense, il n'y a rien à craindre. Mais je sais que ceux qui ont initié le Sénat sont de bonne foi. Le président Patrice Talon, sous qui ça a été initié, est de bonne foi et il ne permettra pas qu'on aille à une aventure. Parce qu'effectivement, nombreux craignent que le Sénat soit là pour régenter le président élu. Régenter l'exécutif. Ah non, ça peut le chercher. Comment? Justement, parlons du président Patrice Talon. Ça ne marchera pas, même si c'était ça le souhait.
Mais lorsque l'on voit un peu tel que c'est conçu, la composition de ce Sénat-là, il y a les anciens présidents de la République, anciens présidents de la Cour constitutionnelle, anciens présidents de l'Assemblée nationale. D'autres s'interrogent de savoir quelles seront les attributions de ce Sénat-là. Maintenant qu'on regarde votre parcours politique, est-ce que ce Sénat-là va également faire des contrôles de constitutionnalité? On dit que sur les lois à caractère politique, le Sénat délibère. C'est-à-dire comme une cour constitutionnelle pratiquement. Non, on va voir. C'est-à-dire... Est-ce que là, on ne joue pas un peu on joue avec le feu, je ne dis pas non. Mais, puisque, allons à l'expérience. Le Sénégal a bien eu un Sénat, et Macky Sall, et qui a été abrogé. Et le président qui vient là, s'il se rend compte que le Sénat, malgré tout ce qu'on a mis dans la Constitution, ne lui permet pas de travailler pour le développement. Car le premier argument qui fait que moi je soutiens le Sénat, c'est que ça nous permet de faire la paix, de travailler ensemble et de développer notre pays. Si ça doit être un handicap, je vous donne ma parole, vous me verrez devant la contestation. Mais comment vous allez jauger ou apprécier les actions du Sénat qui seront anti-développement? Comment vous appréciez des actes politiques qui sont contre le développement? On a vu dans cette constitution, on a parlé de préservation des acquis de développement. Le développement, c'est quoi concrètement? Tout à l'heure, vous avez dit aussi dans votre argumentaire que lorsque le président qui est détenteur de la souveraineté, lorsqu'il agit au profit du peuple, le peuple sera derrière lui. Mais il y a des acteurs politiques dans le monde qui estiment, par exemple, que Patrice Talon fait des choses formidables pour le peuple, mais ce peuple-là ne lui est pas reconnaissant. Oui, ça dépend de ce qu'on fait. Et aussi, ça dépend de qui applaudit. Parce que les populations ne sont pas... Je vous donne un exemple. Kassa Barthélemy, qu'on appelle affectueusement le gouverneur, va à Kouandé. Et avec d'autres ministres. Il réunit les populations. Il parle Sénat. Après, il leur demande de prendre parole. Le seul qui prend parole, ce qu'il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir le roi avant de venir ici? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, il remercie de la route qui a été faite pour eux, et il fait notre doléance. Nous voulions que la route continue jusqu'à tel endroit, et il parle du prix du soja, du maïs, d'hôpital, eau potable, électricité. Pour vous dire quoi? Les populations veulent qu'on satisfasse leurs besoins essentiels. Et c'est ça le développement dont je parle. Donc, tant qu'on peut travailler à ça, je crois que les gens ne demandent pas plus que ça. Sénat dont on parle, ça touche en réalité combien de personnes? Quand on parle de constitution, c'est à peine 10 000 personnes, et parmi les 10 000 là, à peine 1000 sont réellement directement concernés, tout le reste gravite autour. Mais justement, le Sénat ne sera pas derrière le président à soutenir tout ce qu'il dit non plus. Bon, alors, vous avez tout dit, et donc, alhamdulillah, merci. Et parlons du... Si par exemple Boniaï dit qu'il ne siège pas au Sénat, mais si Don Soglo dit qu'il ne siège pas au Sénat, mais je vais le demander qu'il m'envoie à sa place, puisqu'il serait occupé. Mais écoutez, le Boniaï peut dire qu'il ne veut pas siéger, il n'est pas obligé, on ne va pas lui mettre la corde au cou. On n'oblige pas l'ANA à boire. C'est son choix. Et il est libre, nous sommes encore en démocratie. Pas le type de démocratie que vous souhaitez, mais nous sommes toujours une démocratie. Oui, lorsque l'on dit que nous sommes une démocratie, c'est que nous agissons pour la majorité d'entre nous. Oui, mais le Sénat est pour la majorité. Celui qui prône la paix, ce n'est pas la majorité. Mais vous avez dit aujourd'hui, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, vous prenez, chaque fois vous réclamez la paix. Et on a une institution qui prône la paix. Au fait, je voudrais que ce que dit le Sénat aujourd'hui, qu'on entend, soit réellement ça. Si ça change, c'est là où c'est ce que je crains. Mais ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui, là, il y a vous ne voyez pas, selon certaines langues, une façon pour Patrice Talon d'être toujours dans l'arène. Oh ben bien sûr, puisqu'il sera ancien président au Sénat, il sera dans l'arène. Et justement, parlons de Patrice Talon. Et Yahi Boni est ramené. Parlons de Patrice Talon. Oui. Quand on sait qu'il est le père adoptif de Wadaï, ah bon? Oui, bon, on considère, selon tout ce qui se dit, Wadaï est son bon petit, sont protégés. Mais moi aussi, vous aussi. Bon, non, je ne connais pas personnellement Patrice Talon. Bon, je vais t'amener. Donc, non, ce que je dis, c'est que quand on sait que Wadaï est aimé et apprécié du chef de l'État,
on imagine, selon ce schéma, que par exemple Patrice Talon est le président du Sénat. Vous pensez que Wadaï pourra gouverner le pays sans forcément l'écouter? Vous pensez que les deux seront toujours en de bonnes relations quand il n'y aura pas d'entente entre les propositions, voilà. L'autre président du Sénat, vous pensez qu'ils vont rester sans travailler vraiment ensemble en parallèle? Moi, je veux vraiment que les deux travaillent ensemble. Je vous ai toujours dit ici que je veux que Talon continue. Et que la dynamique Talon continue avec Talon. Bon, si Talon peut devenir le président du Sénat, Wadaï est président de la République. Mais aujourd'hui, c'est Talon, président, Wadaï, ministre des Finances. Demain, Talon, président du Sénat, Wadaï est président de la République. Mais il faut travailler en binôme. Et tout le monde doit travailler ensemble. Et quand vous parlez tout à l'heure de Sénat politique, moi, bon, à voir, si on imagine ce schéma-là, on ne peut pas espérer un schéma politique, un Sénat politique. Oui, mais ce sera un Sénat politique parce que Talon soutenant Wadaï ou bien le Sénat soutenant la présidence, ce serait pour le développement. Pas pour dire on enlève telle personne de tel endroit, on chicote telle personne qui aurait insulté. Patati patata, ça, ce n'est pas du rôle du Sénat. Ce n'est pas du rôle du Sénat. Alors, pour progresser dans cet entretien, on parle toujours politique. Tout à l'heure, vous avez parlé de Léon Basile Ahossi. Ahossi qui soutient Romuald Wadaï, il est monté au créneau, il s'est défendu, mais certains estiment qu'il ne les a pas convaincus, parce que pour certains, c'est pas parce que l'enfant de mon ami est candidat à une élection présidentielle que du coup, je rejoins son option politique. Oui, mais vous n'êtes pas amnésique. Au fait, Ahossi n'a pas eu le courage, et très tôt, d'assumer ses sentiments. Vous savez, tout le Mono-Koufo jubile, parce que depuis tout le temps, le Mono-Koufo n'a jamais eu de président au Bénin. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on pense à une région qui doit avoir un président. Donc, pour eux, c'était presque une quête maladive d'avoir un président originaire du Mono-Koufo. Ben, le président Patrice Talon leur offre l'opportunité sur un plateau d'or. Parce que sans le choix du président Patrice Talon, le Mono-Koufo aurait eu du mal à avoir un président. Alors, vous voulez qu'Ahossi s'oppose à ça? Et puis, celui qui est choisi, intellectuellement est qualifié. Humainement aussi est qualifié. Moi, depuis les 9 ans, personne au Bénin n'a aussi attaquer Romuald Wadaï ou bien le critiquer autant que moi. Quand vous dites qu'il est humainement qualifié, donnez quelques exemples. Quand on va se voir en aparté, je vais vous le dire. Mais ce que je veux dire est ceci, si ça vous intéresse. Moi, il m'arrive de donner d'analyses qui peuvent apparaître comme attaquer quelqu'un et le critiquer. Mais il est l'un des rares qui t'appelle pour dire, mais bon, il m'appelle affectueusement grand frère. Et quand tu vas le voir, il s'explique. Alors que c'est toi qui l'as attaqué, il a l'humilité de s'exposer, d'expliquer. Ce qui a manqué à d'autres. Ce qui a fait que, c'est-à-dire, j'ai trouvé en lui des capacités de diriger des hommes, puisque le chef doit être celui qui est tolérant, celui qui sait écouter les critiques et en tirer leçon. Par contre, je souhaite juste que le ministre des Finances, qui n'a souvent pas le temps pour répondre à ceux qui lui écrivent ou bien à ceux qui l'appellent, ce ministre-là meurt et que le président qui va naître ait le temps de répondre à ces messages et à cela, ou bien alors qu'il engage quelqu'un pour ça. Moi, personnellement, alhamdoulilah, et dans la mesure du possible, il répond à mes messages. Mais la plupart de ceux qui se plaignent, peut-être qu'ils mentent sur son compte, j'en sais rien. Mais tout le monde dit, oh, il n'est pas accessible, on l'appelle, il ne prend pas, il ne rappelle pas. Or, le président qui n'est pas accessible, à la fin, c'est des jumeaux qu'on lui fait et qu'on lui fait au dos. Il a besoin d'avoir d'autres sons de cloche que celui de son entourage immédiat. Sinon, à part ça, il n'y a aucun problème. Honnêtement, pour moi, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, si vous lui posez la question, il vous le dira. Depuis juin 2024, j'étais allé le voir déjà pour dire, au vu de mes analyses politiques,
c'est toi que le président Talon va choisir s'il n'est pas candidat. Parce que j'avais tout fait pour que le président Talon continue lui-même. Il a refusé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il a dit non. Il veut respecter la Constitution, la démocratie. J'ai tout simplement ri un tout petit peu parce que, bon, enfin, je n'en dirai pas plus. Vous avez ri pourquoi? Non, je n'en dirai pas plus. Non. Parce que, au nom de la démocratie, là, on ne peut pas se passer de tout ce que Talon peut nous apporter. Mais il a décidé de partir. Mais il a décidé de partir pour ne pas partir. Parce que nombreux disent, ah, le Sénat, là, c'est pour ne pas partir. Je dis, alhamdoulilah. Moi, je suis très content. Et vous soutenez ça? Ah oui, mordicus. Parce que moi, pour moi, là, quand je regarde ça, là, eh ben, je suis en train d'atteindre mon objectif. Je veux 14 ans, Talon, ou non, Wadaï Talon. Le binôme Wadaï, c'est Wadaï le président. Donc, il est le chef de tout le monde, même du président du Sénat. Le président du Sénat est soumis au chef de l'État. Ce n'est pas parce que, et c'est ça qu'on va faire remarquer à Romain Wadaï. Ces liens de père et fils avec Talon ne doivent pas lui faire croire que quand il est devenu président là, il est toujours encore ministre. Si c'est comme ça, ce serait la catastrophe. Il faut que Wadaï entre dans la fonction. Mais il faut que le président Talon... Vous pensez que ce que vous dites là ce matin, c'est vraiment possible lorsque l'on connaît l'hégémonie politique de Patrice Talon? Non, ça n'a rien à voir. On parle d'institution. Le président de la République est le chef de l'État, le père de la nation. Donc, le fils devient le père de son père. Mais là, sauf que Bertin Corville, il s'agit de Patrice Talon, qui est un homme politique, père, pas un ancien président ordinaire, qui jouit d'un capital politique. Non, je n'ai pas dit non, mais Patrice Talon, pour l'homme que j'ai connu, saura laisser Romain Wadaï vraiment exercer le pouvoir, même si c'est juste du vernis. Parce que si ce n'est pas le cas, ce serait la catastrophe. Je vous dis la vérité. Vous dites même si c'est du vernis? Même si c'est du vernis. Il faut le laisser être le président. Et maintenant, derrière les rideaux, mais attendez, on ne va pas se passer de l'expérience de Patrice Talon. Et c'est pour ça, moi, si jamais il refuse d'être à la tête du Sénat, il aura des problèmes avec moi. Je vais parler de Patrice Talon. Parce qu'on ne peut pas faire cette institution-là et en laisser la présidence à quelqu'un d'autre. Vous voyez qui, par exemple, Papa Patrice Talon? Ah non, je ne vois que Patrice Talon. Non, pourquoi? Vous ne voyez pas un ancien président de la Cour constitutionnelle? Non. Astaghfirullah. Non. Mais au fait, il y a une chose. Le Sénat a une nouvelle institution qu'on doit apprendre à expérimenter. Ceux qui l'ont imaginé doivent en être la tête. Bon, vous dites ça, vous êtes en train indirectement de dire que Patrice Talon l'a imaginé. Et puis quoi encore? Vous aimez vous mentir, vous. Attendez, Patrice Talon est un homme qui sait là où il va. Mais ceux qui l'ont imaginé, c'est Hassan Seibou et Nathan Diaké. Non, il a dit Patrice Talon. Qui ont été inspirés certainement par le chef de l'État. Vous êtes sûr? Oh, attendez, on se connaît. On a atteint un certain âge pour quand même avoir le courage de nos opinions. On a atteint un certain âge et moi je ne suis pas contre. Parce que, au fait, je vais vous dire une chose, ce que je crois. Voici, on choisit un candidat, un technocrate, mais qui n'est pas un homme politique. Mais si on jette Romain Wadaï devant BR et UPR, mais les politiciens vont le bouffer cru. Donc, Talon a dit, je serai là pour le protéger. Peut-être que le Sénat ne sera là que pour les 14 ans que Romain Wadaï fera. Et après ça, on passe à autre chose. Mais au moins, le président Talon sera là pour nous protéger. Pour nous protéger de nous-mêmes. Et on en a besoin. De vous-même? Vous avez peur de vous-même? Ah oui, ben oui. Pourquoi? Mais si on laisse la maison aux jeunes, ils risquent de se bouffer entre eux. Donc, vous attestez qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre, au sein de la mouvance. Oh, mais attendez, il y avait beaucoup d'ambitions qui ont été déçues. Justement, j'allais en venir par rapport aux positionnements qui ont été faits au niveau de la mouvance présidentielle, également au niveau de l'opposition. Lorsqu'on prend la mouvance présidentielle, on a vu des députés qui étaient attendus, qui n'ont pas été reconduits. On en a vu de façon spectaculaire de nouvelles têtes. Qu'est-ce que vous pensez des positionnements? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des règlements de compte au niveau des positionnements au sein de la mouvance présidentielle? Je ne suis pas au courant. Comme dirait le président. Langue de bois encore? Ah oui, quand il ne veut pas répondre, il dit « je ne suis pas au courant ». Bon, bref. Donc vous êtes au courant là? Les positionnements, bon, enfin, moi j'ai toujours plaidé ici pour qu'il y ait un renouvellement de génération.
sur votre plateau. Certains ont été étonnés de voir, par exemple, pas l'agence Serroto sur la liste, pas de Malik Seibou Gomina et bien d'autres. Oh, Gomina, il a été maire, il a été député. Et ça suffit, vous pensez? Non, peut-être qu'il sera ministre demain. Ou bien peut-être qu'il ira au Sénat. Ce n'est pas la fin de sa carrière. Pourquoi vous voulez seulement qu'il soit député? Mais moi, j'ai refusé d'être candidat. Mais ça ne vous a pas préoccupé pour que je prive le Parlement d'une telle capacité d'analyse. Et on va les appeler à autre chose certainement. Donc, vous êtes cela me pousse à vous demander s'il vous était proposé de choisir vous-même un poste au sein du prochain gouvernement ou des institutions à partir de 2026 ou au lendemain des élections, lequel irez-vous? Bon, si c'est pour servir les Béninois, je vais demander à ce qu'on me crée un poste, le ministère du Développement Rural, en charge de l'économie fondamentale. Mais maintenant, si c'est pour me servir moi-même, je vais demander à être directeur de Assise, Simo, Sirat, à Olangwao. Voilà. Donc, moi, non, les honneurs sans argent. Il y a l'argent là-bas, c'est ça? Oh, forcément. Je ne dis pas qu'ils volent, c'est pas cela. Mais quand vous gérez un budget, ou bien ministre des infrastructures, là où Tonato est là, 400 et quelques milliards, ça fait beaucoup d'argent que vous gérez. Vous gérez, vous n'approchez pas. Oh, celui qui est à côté de la cuisine, il y a l'odeur toujours qui lui passe par le nez. Donc vous voulez avoir cette odeur-là? Ah ben je préfère ça. Mais maintenant, si c'est pour servir seulement les Béninois, parce que le ministère du Développement Rural, c'est un ministère pauvre. Mais vous avez le plaisir de travailler pour les paysans, pour les agriculteurs, pour les éleveurs, les pêcheurs. Bon, c'est comme le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, mais qu'on va un peu étoffer. Quand vous regardez parmi les ministres, il y en a d'autres, quand ils sont debout, on sait qu'ils pèsent un budget. Mais quand tu regardes mon grand frère, le ministre de l'Agriculture, il n'est occupé qu'à travailler pour les agriculteurs au point où il s'oublie. Mais donc, si c'est pour les Béninois, là, rien que les Béninois, c'est ce que je vais demander à faire. Mais si on me permet de choisir, c'est ce que je vais choisir. Et s'il faut, permettez-moi, s'il faut choisir, ou bien s'il faut identifier les secteurs prometteurs, les années à venir pour un meilleur développement du pays, de la nation, lesquels faut-il promouvoir? Ben, il n'y a pas deux choses. C'est pour ça que vous avez parlé du ministère du Développement Rural. Ah, c'est seulement le mais oui, il faut aménager toutes nos terres agricoles. Il faut aller à l'irrigation. Il faut faire des ranches, des zones d'élevage. Il faut faire de la pisciculture. Il faudrait que le Béninois puisse nourrir le Béninois. D'accord. Que nous cessions d'importer du riz, qu'on n'exporte plus d'huile, que nous puissions nous nourrir nous-mêmes de notre production. Mais c'est la seule base. Ce n'est pas le seul domaine où il y a des choses à régler. Non, c'est pas là que ça commence. D'accord. Parce que aujourd'hui, la plupart des pays africains sont de faire un développement extraverti. Nous avons, et ça c'est une critique, nombreux vont dire qu'on critique le président Talon. Nous mettons l'accent sur le tourisme. Mais la plupart des touristes qui viennent chez nous, viennent manger ce qui a quitté chez eux. Allez à Sofitel et chercher à savoir le bœuf qui est cuisiné là, ça vient d'où? Tel ce qu'on vous sert. Ah ben, le blanc quitte chez lui, il vient dormir chez nous, et la nourriture quitte encore chez lui, peut venir le nourrir chez nous. Et il faut que l'étranger qui vient mange ce que notre paysan a produit. Et c'est ça. Je vais dans des restaurants où ce qu'ils appellent entrée ou bien amuse-gueule, je ne sais même pas de quelle gueule ils parlent. Il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas d'acajou. On vous sort, comment ils appellent ça même? Un truc qu'on prend avec des olives. Ah, bon, tu vois. Ce garçon, il faut le suivre. Les olives. Bon, les olives. On produit olives ici. Moi, je suis allé à Sophie, elle dit, mais pourquoi vous me donnez olives? Oh, c'est ça qu'on a. Il dit, non, achetez à cajou. Il y a de l'acajou là-bas, je crois. Ah, moi, ils ont plus d'olives qu'à cajou. Alors, mais parce qu'au fait, ils ont intérêt à vendre ce qui est produit chez eux. Peut-être qu'ils savent que peut-être vous êtes très proche des producteurs d'acajou, donc ils se disent qu'ils me... Mais ils ne me connaissent pas. Ce que je veux dire, il faut que l'étranger qui vient chez nous
mange ce qui a été produit chez nous. Mais regardez, le savon, ça nous vient d'ailleurs. Le jus de fruits, ce que vous appelez jus là, ça sent l'odeur de orange, mais il n'y a aucune orange dedans. C'est de l'essence. Jus d'ananas, il n'y a pas d'ananas dedans. Pourtant, produit d'ananas ici. On doit interdire l'importation de ces genres de conneries qui sont du sucre et des essences qui nous tuent. Donc, tant que la consommation du béninois ne viendra pas du fruit, ne sera pas le fruit du travail d'un autre béninois, on va s'appauvrir. Le poulet, ça nous vient sans tête. On ne se demande même pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Non, c'est pas normal. Il faut que nous travaillions à ce que le béninois nourrisse le béninois. C'est important. Je le dis depuis 2005 et apparemment personne n'écoute. Si on ne fait pas ça, plus le temps passe, moins nos enfants auront d'emploi. D'ailleurs, il y a du chômage aujourd'hui. Ce sera encore la catastrophe. Bertrand Corvée, le Conseil des ministres de cette semaine a rebaptisé, si on peut le dire ainsi, l'aéroport international de Cotonou. Ah bon? Il l'a appelé comment? C'est le cardinal Bernadette Gantin, mais Bernadette Gantin. L'Église catholique nous a offensés ou quoi? Parce que c'est avec eux ça va faire mal. Vous êtes catholique? Je suis musulman. Ah bon, ouais, votre problème dans cardinal ou pas cardinal. Bon, avant qu'il ne soit cardinal, il est né Gantin, non? Bernadette. Peut-être que c'est ça qui les intéresse, qui a intéressé le gouvernement. On a voulu qu'il garde son nom enfin, de citoyen. Est-ce que c'était nécessaire selon vous? J'en sais rien, je ne suis pas dans le gouvernement pour savoir ce qui a motivé. Mais, enfin, je ne sais pas. Hein. Et ça, c'est une analyse, pas d'homme politique. Ça peut apparaître comme si on avait quelque chose contre la promotion d'un leader. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est ça. On n'a pas voulu faire la promotion d'un leader religieux. L'État doit rester laïque. Oui, non, c'est une bonne chose au fait. Et il faudrait, quand on met cardinal Bernardin Gantin, ben, demain on dira imam, Moutawakil et autres. Tu comprends? Donc, il vaut mieux. Ou bien Bokono, ou bien Onogan. Je crois que c'est ça. C'était pas mauvais, au fait. Je n'avais pas. C'est maintenant que l'idée m'est venue. On a voulu enlever le côté religieux du nom, du personnage, et garder l'homme. On a mis en place une commission pour la toponymie, je crois, pour rebâtir certaines places publiques ou certaines rues. Est-ce que vous pensez que cela aussi est opportun? Bon, nous, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, on a encore la place Mine, on a encore des avenues Victor Ballot. Oui, mais ça, par contre, en réalité, ça n'empêche pas qu'on développe notre pays. Le nom importe peu. Mais ça a quand même d'influence sur nos enfants. Vous voulez qu'on appelle avec Victor Ballot. Combien savent qui est Victor Ballot? Et moi, je veux de mon vivant qu'on appelle une place, la place de Bertin Kourovi. Et pourquoi pas? Moi, je suis béninois, moi. Qu'on appelle une place Thomas Boniaï. Rosine Soglo. Rosine Soglo, oui. Il faut récupérer notre identité. Mais maintenant, ce faisant, est-ce que ceux chez qui on va chercher souvent de l'argent, on va prendre ça pour quelque chose comme si on les attaquait? Il faudrait faire ça avec intelligence. Mais en soi, ce n'est pas mauvais. Alors, pour conclure cette émission, on va revenir aux démocrates. Vous avez dit qu'ils ne peuvent pas obtenir 20%. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que leur positionnement par endroit vont mettre la mouvance en difficulté? Non. Et quel avenir vous voyez pour ce parti politique si éventuellement ils ne sont pas présents dans le prochain Parlement? LD ne pourra pas mettre la mouvance en difficulté. Je vais vous dire pourquoi. Notre peuple, là, notre peuple est opportuno-profito-situationniste. C'est celui qui a le président là. C'est vers lui que tout le monde veut aller. Or, LD a montré ses limites. Même LD, dans toute sa gloire, n'a rien pu faire. C'est pas les débris de LD qui restent là. Pas pour les insulter, hein, mais le débris de LD là, parce que c'est cassé au fait, qui va faire quoi que ce soit. Pourquoi ils n'auront pas les 20%? Le Monokoufo va soutenir UPR ou PR. Si encore Wadaï
a le génie. On parle du mono. FCBE. Ah ben ils sont chanceux, messieurs-là, à Stafour-là. Tu n'as même pas fait attention. Donc les deux candidats sont du mono. Oui. Bon, c'est pas grave. Et Dieu a donné, c'est pas à nous d'être jaloux de ça. C'est l'heure du mono qui a sonné. Ou bien, c'est l'heure du mono. Bon, alors, quand Wada il va entrer dans le jeu en faveur du BR, je l'espère pour lui, ben ce serait... on va tout briser. Certains parlent de 3 circonscriptions électorales très rapidement. La 15e, la 6e, notamment Cotonou, et la 8e, notamment à Parakou, pour les démocrates. Oh. Ce que je vous dis, il faut 20% dans chacune des 24. Justement. Même s'ils prenaient toute la 8e et que le mono... S'ils prennent toute la 8e, c'est qu'ils vous mettent vous en difficulté. Attends, et que Mono Koufo ne leur permet pas et d'avoir 20%. C'est fini, ils sont éliminés. Et ce qu'ils auraient eu dans la 8e là, nous reviendrait. C'est pour ça, moi, partout où je vais dans la 8e, je leur dis ne perdez pas votre temps. Il vaut mieux que je vous vois derrière moi pour que demain, là, Wada est président, je puisse lui dire de venir faire la route qui va dans votre village. Si vous ne me... Ah ouais, on est en politique. Si vous ne le faites pas là, je vais faire les routes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui fais la route, mais ce que je leur dis. Si je ne vois pas ça derrière moi, je vais demander à ce qu'on vous oublie. En fait, vous le dites à ceux qui ne sont pas intellectuels. Ben oui, mais ils sont 70% du pays. Et ce sont eux qui ont fait LD, malheureusement. LD leur a fait croire que voter pour eux. Attendez, vous n'êtes pas pro LD par hasard. Vous me posez des questions. Non, je ne suis pas partisan. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Vous me rassurez de Boni Yayi aujourd'hui, les perspectives? Non, elle n'est pas LD celle-là. Non. Ah bon. Non, mais quand je réponds, c'est en défaveur de LD là. Elle fait une... je ne suis ni pro ni contre. Ah d'accord. Donc il faut être pro Kouovi. Non, merci. Boni Yayi. Oui. Boni Yayi. Non, Boni Yayi a mal géré sa sortie politique. Et le président Talon lui a fait une place dorée. Le Sénat, il ira se reposer. Quand c'est Boni Yayi qui a échoué personnellement. L'échec de LD, c'est l'échec personnel de Boni Yayi. Je vais vous dire pourquoi. Il aurait dû, et je vous l'ai dit ici, mais pourquoi vous ne vous rappelez pas des choses qu'on a eu à dire sur votre plateau? Quand il a pris la tête du parti, j'ai dit, Boni Yayi vient de se compliquer la tâche. Dans sa position de président d'honneur, il avait plus d'autorité et de pouvoir qu'en devenant président actif. Ils vont le trahir, ils vont le poignarder dans le dos. Mais regardez, bon, ils nous ont rejoint un peu plus les malmenés. Mais regardez ceux qui ont quitté Boni Yayi, à part Sodjinou qui n'a pas beaucoup parlé. Quand j'écoute les autres, là, je dis, mais attends, ils parlent de qui? De Boni Yayi, mais le même Boni Yayi là. Du Boni Yayi a dit à tous les péchés d'Israël. De FCBE à démocrate, on remarque quand même que c'est à peu près les mêmes choses qui arrivent à Boni Yayi. Oui. Et certains se demandent si ce n'est pas de la malchance ou c'est de la mauvaise gestion. Ce n'est pas de la malchance. Et ce n'est pas non plus de la mauvaise gestion. C'est la nature de Boni Yayi. Okay. Boni Yayi n'est pas fait pour faire de la politique. On peut ne pas aimer Yayi. Mais Yayi, quand tu vas le voir avec un problème, il n'aborde pas le problème. Moi, je l'ai souvent... Vous allez passer 1 heure de temps, il va se mettre à te parler de Dieu, le pardon, le ceci. Et c'est à 5 minutes qu'il dit, bon, qu'est-ce qui t'a amené toi? Quand tu parles, il dit, bon, on va prier pour ça. Mais on ne prie pas, on résout les problèmes, on les affronte, on les résout. Boni Yayi souvent veut ménager la chèvre et le chou. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas su mettre chacun à sa position et ça pourrit. Donc ce n'est pas parce qu'il est mauvais, ce n'est pas parce qu'il est mauvais gestionnaire, mais c'est parce qu'il n'a pas le cœur de déplaire à quelqu'un ou bien de frapper. S'il avait fait ça, je crois qu'on n'en serait pas là. Aussi, comment pouvez-vous comprendre qu'un parti qui a fait 5 ans d'opposition, à la veille du choix, enfin de présenter un candidat, on lance un appel à candidature? Ça ne vous a pas inquiété, vous? Et ceux qui ne sont même pas LD sont entrés la veille, 2 jours après, ils sont candidats à la candidature. Mon frère... Daniel Eda. Bah vous le savez, bon, Daniel Eda. Non, mais vous trouvez ça normal?
Ce sont les faiblesses justement de la gouvernance de Yahi. J'avais toujours dit ici sur votre plateau que Talon va imposer, même en violation du système partisan. Et vous l'avez toujours dit que ça viole. J'ai dit, pourtant ce sera comme ça. Et ça n'a pas raté. J'ai dit, Yahi aussi doit faire pareil. Mais à imaginer que Talon ait eu la faiblesse de Yahi et dit, donc, nous sommes en démocratie, je leur laisse le choix de me choisir, de désigner leur candidat, je vais valider. Mais on serait en train de se déchirer encore la tenue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça, le président Talon, connaissant les êtres humains, a imposé l'un d'entre nous, qui du reste est très bien qualifié. Même s'il n'est pas sincèrement accepté par tous. Mais où est le problème? Beaucoup n'ont pas le choix. Mais tout le monde ne peut pas vous aimer. Il faut qu'il accepte ça. C'est même ça même qui fait sa force. Merci Bertin Corvi pour vos analyses et commentaires. Vous allez regarder droit dans vos caméras, pas pour chanter cette fois-ci, mais pour vous adresser à tous ces sympathisants et militants qui ont bien voulu suivre cet entretien pour pouvoir quand même s'abreuver à vos analyses. Quelques mots avant que je puisse faire un récap de vos propos. Alors, je voudrais que vous me permettiez de m'adresser aux candidats de la dynamique Talon continue avec Wadaï, c'est-à-dire le ministre Romina Wadaï. Monsieur le ministre, par la volonté du tout miséricordieux, très miséricordieux, vous vous retrouvez président, Inch'Allah, à partir du 24 mai. Le Sénat est créé et d'aucuns disent que c'est pour vous régenter. C'est faux. Vous serez le père de la nation. Vous serez même le président du président Patrice Talon aujourd'hui. On sera tous soumis à vous. Il faudrait que vous preniez la mesure de la responsabilité que veut dire être chef de l'État, être président de la République. Je voudrais enfin m'adresser aussi au président Patrice Talon. Je vous invite à promulguer la loi sur le Sénat. Et faites tout pour en être le président. Pour que le duo Wadaï-Talon continue de travailler pour nous pour le développement. Vous n'aurez plus la position politique parce que le Sénat vous oblige à ne pas faire de la politique. Mais nous sommes entre êtres humains. Vous trouverez toujours comment chuchoter à l'oreille de nous autres qui vous soutenons. Mais les combats politiques à mener. Mais n'abandonnez pas Romina Wadaï. Et que lui aussi ne croit pas que parce qu'il y a Sénat, eh bien, il est devenu soumis au Sénat. Ce serait la catastrophe si on travaille comme ça. C'est le président élu qui est au-dessus du Sénat. Mais le Sénat nous permet d'avoir un climat politique apaisé. Et monsieur le président Patrice Talon, faites tout pour en prendre la tête. Je vous remercie. Merci à vous, Bertin Corvi. Chers amis internautes, de cet entretien, on retiendra de façon sommaire et expéditive que notre invité, à l'entame de ses propos, a apprécié le budget de l'État gestion 2026. Il a fait savoir que c'est un budget qui a 42% de social. Il a noté que quand on parle de social, on parle dans le budget prochain des médicaments gratuits pour femmes enceintes, de la construction d'écoles et d'hôpitaux, des infrastructures qui sont estimées à 400 milliards de francs CFA. Sur le fait, il s'est engagé à revenir sur nos plateaux, notamment pour donner une analyse plus détaillée de ce budget gestion 2026, parce qu'il dit qu'il doit bien lire, bien comprendre et mesurer les enjeux qui y concourent. Il a souhaité notamment au sujet des infrastructures qui sont estimées à près de 400 milliards de francs CFA, il souhaite qu'il y ait de la sous-traitance à hauteur de 30% avec les entreprises locales afin que le social se ressente davantage dans le panier de la ménagère et également au niveau des populations. Lorsqu'il a été interrogé sur l'absence des démocrates, des députés démocrates au vote du budget, il a fait savoir que LD, le parti politique, prend de l'eau et il n'y a pas de l'espoir. Sur le fait, en commentant, il a
évoqué le candidat du parti politique Renaud Agbojo qui pour lui a vite jeté l'éponge, mais pour lui également, il a, j'allais dire, apaisé le climat politique et pour cela, Bertin Korovi le salue et le remercie pour son amour pour le Bénin. Au cours de cet entretien, il a tenu à effectuer une adresse au profit de la campagne de soja. Il a parlé également d'élevage de bovins où il propose la promotion des zones de pâturage avant la sédentarisation. Lorsqu'il a été interrogé sur la révision constitutionnelle, il a fait savoir qu'il aurait préféré que la tournée d'explication qui est effectuée par les acteurs de la mouvance présidentielle, que cette tournée ait eu lieu avant le vote afin d'avoir plus d'adhésion au profit de ce projet politique. Il a salué la mesure contre la transhumance politique, celle qui désormais consacre dans la Constitution que tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège. Tout élu conseiller communaux municipaux qui démissionne de son siège démissionne de son parti politique perd son siège. Pour lui, c'est une très bonne mesure qui aurait empêché, par exemple, les démocrates d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu très récemment. Il salue également cette disposition qui permettent au président de la République en exercice de ne pas aller quérir le parrainage lorsqu'il est candidat à sa propre succession. Pour lui, c'est une disposition qui permettra au président de la République de pouvoir gérer en toute autonomie sans être mis sous le joug des partis politiques. Lorsqu'il a été interrogé sur la question des 20%, pour lui, les démocrates ne peuvent pas avoir 20%. Il l'a démontré, il a fait savoir que le monokufo est acquis fortement au profit du candidat Romuald Wadaï, pour ne pas dire de la mouvance présidentielle en général. Et donc pour lui, il serait difficile pour les démocrates de pouvoir avoir 20% et qu'à travers le pays également, beaucoup de Béninois ont perdu espoir au niveau en les démocrates. Pour lui, la démocratie n'existe nulle part au monde. Il l'a dit à maintes reprises, il a argumenté cela. Il a tenu à expliquer la trêve politique en mentionnant qu'il n'a pas été interdit dans la Constitution de ne pas critiquer le gouvernement en place, mais lorsque l'on effectue des critiques, il faut bien évidemment effectuer également des propositions et que lorsqu'un président est élu, que automatiquement, au lendemain de son élection, les acteurs politiques ne se mettent pas à combattre ce président de la République et à travailler à son échec ou à sa déchéance du pouvoir. Il a fait savoir que le président de la République élu est le seul détenteur, pour ne pas dire le détenteur exclusif de la souveraineté nationale, pas le Sénat. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir que Romuald Wadaï est qualifié intellectuellement, qualifié humainement pour bien gérer le Bénin en 2026. Il a fait savoir que Romuald Wadaï est tolérant. Il a partagé avec nous quelques anecdotes. Il a invité les Béninois à produire pour la consommation locale. Il invite le Béninois à nourrir le Béninois. Il en a parlé largement au cours de cet entretien. Il a fait savoir que l'échec de les démocrates en fin d'émission est celui de Boniaï personnellement. Et il a justifié également ses propos. J'espère que vous avez été fidèle. Oui, mais je suis satisfait. Merci à vous, Bertin Korovi. Je rappelle que vous êtes économiste fondamentaliste, président de l'Alliance Iroko. Ah, mais vous avez oublié qu'à la question de si Romuald Wadaï devait me demander de choisir où je veux être, j'ai dit si c'est pour me faire du bien, ben, j'ai choisi 3 postes. Et si c'est pour servir seulement le Bénin, ben, de me mettre en charge de l'économie fondamentale pour un développement visage humain. Merci à vous, Bertin Korovi, d'avoir ajouté cela. Merci à vous, Billy Galabi, d'avoir co-animé avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre rendez-vous de 19h du JT des JT avec Nassirine Fatoumbi.